Et yo l'équipe, ravi de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, nous allons voir ensemble l'évolution de Sunny qui nous vient de l'insecterie. On va surtout voir le développement de l'espèce qui s'y trouve. Je rappelle que ce sont donc des Camponotus nicobarensis, une espèce que vous connaissez tous, je vais dire, ou une grande majorité en tout cas. Une espèce qui est recommandée pour les débutants, bref, on en parlera dans la vidéo. Donc ici on va voir un peu l'évolution, sachant que c'est une espèce que j'ai reçue cette année, donc des essaimages 2023, donc c'est plutôt récent en soi, le développement est assez correct je dirais, sachant que à l'époque, et je veux dire ça reste encore dans l'esprit des gens, que ce soit une espèce avec un développement extrêmement rapide. Il est vrai que Camponotus nicobarensis fait partie selon moi des espèces qui se développent très très vite, cependant il y a bien plus rapide sur le marché actuellement en Camponotus, mais bref ça c'est une discussion qui peut mener à un débat. Mis à part ça, le nid est plutôt fonctionnel, donc c'était le nid qui nous vient de l'insecterie. Pour rappel, j'ai voulu justement d'abord l'exploiter pour mes Meranopus bicolores, cependant ayant un peu peur de la toxicité potentielle de quelques éléments à l'intérieur, ne sachant pas du tout ce produit comment il a été fait, ni la provenance, enfin vous voyez un peu l'idée. Donc je me suis dit bon on va tester avec une autre espèce, que j'accepte de perdre. C'est un peu moche à dire mais c'était le cas. Donc au final, vous voyez, tout roule, il n'y a aucun problème. Maintenant, après de multiples humidifications et plein de choses testées à l'intérieur, il n'y a vraiment pas de souci. Donc une fois que la colonie sera trop grande pour ce lieu, je vais tout simplement les déménager et faire profiter mes Meranopus de cet environnement vraiment quoi. Même si je rappelle que la boîte est en plastique, assez médiocre. Donc ça c'est une boîte qui franchement, ça abriterait, je veux dire, dans un magasin courant des pralines, vous voyez un peu l'idée. Mis à part ça, la construction qui s'y trouve, donc la modélisation de cette souche en soi, est très très stylée. Ça, faut laisser ce qui est, c'est vraiment bien fait. Et personnellement, mon espèce, même Nico, s'y plaise vraiment bien et le développement y est vraiment pas mal. Très simple pour humidifier, l'absorption de cette matière est vraiment conséquente, donc au final, pour une espèce qui a besoin d'une certaine humidité, c'est vraiment parfait. Je rappelle qu'il y a 3 reines à l'intérieur, non plus 4, sachant qu'une reine a été sacrifiée. On connaît Nicobarensis pour, les décrite comme monogynes, cependant, vous le savez, en élevage, il y a de nombreux cas où elles vivent très bien à 2-3 reines, parfois 4. On dit que généralement elles vont se tolérer, donc je vais pas employer de termes techniques, ça sert à rien de... Je vais juste vous expliquer avec des mots simples, même si je sais que certains aiment la technicité certainement, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Donc, quand on parle de monogyne, c'est simplement une seule reine pour toute une colonie. Ici, on sait qu'il y a des cas où il y a plusieurs reines qui se tolèrent, qui ne vivent pas en parfaite harmonie comme on aurait dans le cas de polygénie, mais cependant, l'observation en captivité nous montre clairement qu'elles sont constamment les unes près des autres et qu'il n'y a aucune agressivité. Cependant, voilà, je n'ai pas un recul de 25 colonies avec 3 reines. Vous voyez, donc je ne peux pas me permettre d'affirmer des choses, c'est pour ça qu'on va rester sur ce qui est écrit, et ce qui est décrit, je vais dire, par des gens du métier. Mais bon, actuellement ça fonctionne, c'est un peu comme le cas des Messors, vous voyez un peu l'idée. On va pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Donc, on a nos 3 reines qui continuent de bombarder, on va bientôt rentrer dans une période de diapause. Alors, il faut savoir que, dépendant d'où elles viennent, il faut quand même leur faire une pause hivernale. Moi, personnellement, je leur fais un petit truc température ambiante pendant 2 mois environ, donc on va se dire que début décembre, si les températures ont chuté réellement chez moi, elles vont rentrer donc dans une période où elles ne seront plus chauffées tout simplement, jusqu'à soit de janvier, soit de février, dépendant donc, comme je vous le dis, des températures. Moi ce que je fais en fait pour mes diaposes, que ce soit pour mes endémiques, etc., j'attends vraiment que chez nous on arrive dans les périodes où voilà, chaque matin il fait 3-4 degrés et potentiellement la nuit on a des gelées quoi. Là je me dis ok, là c'est vraiment le moment où on rentre dedans. Ceci dit, ça ne veut pas dire que la diapause, il faut suivre spécialement le temps extérieur, etc. Vous le savez, il y a des espèces qui viennent d'outre-monde, et donc forcément ça n'a rien à voir, notamment les australiennes, si vous voulez des exemples. Mais bref, vous avez compris. Cependant, moi j'applique tout de même cette façon de faire. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, loin de là, sachant que si vous êtes du sud, vous n'avez forcément pas les mêmes températures que moi en Belgique, donc ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, c'est un peu propre à chacun, je veux dire, les périodes que vous estimez... pour vos diaposes. Et bien entendu, on parle d'espèces à ce moment-là qui sont rythmées par la chaleur notamment. Parce que oui, il y a certaines espèces qui ont un système interne, si je puis dire, qui va déclencher automatiquement la diapause à partir d'une certaine période.
Bien entendu, ce n'est pas un système mécanique, hein, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Comme on connaît nos fidèles Liniperda, qui, je vais dire déjà, en arrivant vers août, c'est déjà terminé, quoi. Elles rentrent déjà dans leur pré-diapo, si on peut dire, hein, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais elles vont cesser de pondre. Le couvain va également cesser d'avancer jusqu'au stade, on va dire entre grands guillemets, final pour les larves avant le tissage, quoi. Et celui-ci va jaunir, pour exemple. Donc voilà. Bon, là je me suis étalé dans plein de domaines, j'espère en tout cas que ça a été clair et que vous avez suivi. Tout ce que je dis n'est pas vérité absolue, gardez-le en tête, hein, bien entendu, et tout ce que vous pouvez entendre en vidéo, bah, c'est pareil, hein, tout simplement. Nous ne sommes pas des experts, loin de là, nous sommes des amateurs, même avec 15 ans d'expérience, on va dire, dans l'élevage, ça ne fera pas de nous des experts, et à tout moment il est possible de ne pas porter la réflexion et de dire des bêtises, donc gardez ça en tête. Cependant, dans mes observations, j'essaie toujours de vous aiguiller un maximum et de vous donner les conditions qui me permettent, en tout cas chez moi, de faire évoluer au mieux mes colonies. Alors, ici, on a une évolution classique, hein, pour les Camponotus nicobarensis avec 3 reines, c'est assez classique, on va dire. On peut estimer la population à plus de 100 ouvrières actuellement. En termes de nourrissage, vous le savez, hein, moi c'est toujours pareil. Je mets du liquide sucré tous les 2-3 jours environ. Je retire celui-ci le lendemain directement. Et tout ce qui est blatte, etc., j'adapte pour que, comme vous le voyez, lorsqu'elles ont terminé, il ne reste plus rien sur la blatte. Ça veut dire que, techniquement, en termes de quantité, elles pourraient en consommer un peu plus, mais ne laissent rien traîner, donc elles profitent entièrement de celle-ci, donc vous voyez dans l'idée. Alors, là aussi, il faut mettre des guillemets, ce n'est pas le cas de toutes les espèces de fourmis, il y a des espèces qui sont bien plus sélectives et qui vont pas manger les parties plus grasses, notamment d'une blatte, qui vont vraiment aller chercher des parties plus... je vais utiliser un terme comme si c'était de la viande, mais plus noble, vous voyez un peu l'idée. Bref, donc voilà, ça veut pas dire que toutes les espèces vont faire la même chose, mais lorsque vous voyez que vos blattes sont bien consommées et qu'il ne reste pas le 3/4, voilà, là vous pouvez estimer un peu les quantités à donner. Donc ici actuellement, elles ont une grosse blatte de Red Runner tous les 3-4 jours environ, et actuellement elles la consomment entièrement. Cependant, je pense que si j'en mettrais 2, ce serait déjà trop, vous voyez. Donc bon, je vais rester sur une. Et là c'est pareil, hein, je vous avais parlé dans d'autres vidéos d'exemples qui en fait nous font comprendre qu'en nature, elles se permettent de ramener bien plus de protéines et d'être sélectives à ce moment-là et de ne manger que ce qui les intéresse, vous voyez. Enfin bref, là je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais je pense que pour ceux qui sont vraiment intéressés dans l'élevage et qui cherchent vraiment à comprendre absolument tous les détails de leur colonie, ça peut peut-être vous donner de temps en temps l'idée qui manquerait peut-être dans le bon fonctionnement de votre colonie, donc bon, je me permets de le faire. Mis à part ça, pour revenir vraiment à tout ce qu'on voit actuellement, voilà, ma colonie se porte bien. Pour différencier mes reines, ça c'est ce qu'on m'avait demandé, comment tu les reconnais? Personnellement je les reconnais quasi pas, hein. Ici je sais juste que j'ai 2 reines qui se ressemblent vraiment fortement, les 2 que vous avez à l'image, et si vous regardez bien, on a juste un côté plus sombre sur la première tergite de la reine qui se trouve à gauche. Donc les 2 là on peut les reconnaître de cette façon. Maintenant, il faut noter ça si vous voulez pas oublier, et à ce moment là vous pourrez reconnaître vos reines, mais franchement c'est des détails tellement minimes que, bon voilà, on prête pas attention, et voilà, elles font leur vie quoi, c'est l'essentiel. Mis à part ça, le couvain est franchement conséquent. On a a priori, je vais dire, une trentaine de cocons sans problème. Il y a des larves et des œufs de partout, donc ça, voilà. D'ailleurs, j'en remarque souvent que lorsque je donne plus de nourriture dans le sens plus de protéines, le couvain est nettement plus important également. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est juste mon imagination? Personnellement, sur toutes mes colonies ou sur énormément, c'est vrai que l'impact de la protéine est quand même réel, on va dire. Maintenant, je vous laisse faire vos tests par vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument gaver vos fourmis avec des prods, parce que vous savez que, voilà, si ça traîne trop, etc., ça encourage aussi le développement d'acariens, et donc il faut clean en permanence également, vous voyez un peu l'idée. Bref. C'est vrai que dans cette vidéo, je fais une vidéo finale sur les Camponotus nicobarensis et ce nid de l'insecterie, mais je vous parle de tellement de choses qui n'ont pas spécialement de rapport immédiat avec ce qu'on voit. J'espère qu'elle vous plaira tout de même. Après, je le répète encore une fois parce que sur internet c'est bien de le dire, ceci n'engage que moi, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis, toutes les façons dont moi je procède, je ne vous dis pas que c'est la vérité absolue, qu'il faut absolument les faire, loin de là. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à l'environnement où vous vous trouvez. Par exemple en Belgique, on a une humidité dans l'air qui est déjà bien présente. Certains endroits, par exemple dans le sud,
il fait peut-être plus sec. Je sais qu'il y a des gens qui sont au Maroc, je sais qu'il y a des gens qui sont dans différents pays, qui nous regardent, et qui ont aussi leur élevage, et à ce moment-là, il faut s'adapter, quoi. Vous voyez un peu l'idée? Je sais que moi, par exemple, dans le 3/4 de mes aires de chasse, je n'ai pas besoin de rajouter de l'humidité parce qu'il y a déjà une humidité dans l'air qui est déjà pas mal, quoi. Et en plus de ça, lorsque vous mettez une mangeoire, ça dégage de l'humidité, lorsqu'il y a un abreuvoir, ça dégage de l'humidité, et donc en général ça suffit amplement. C'est pour ça que des fois il faut s'adapter selon votre setup et votre habitat surtout. Votre maison, si c'est une vieille maison par exemple, certainement des fois c'est plus humide. Enfin bref. Je pars dans tous les sens. Si ça vous plaît en tout cas, dites-le moi en commentaire, hein, dites-moi par les likes également, parce que ça motive grandement. Et à l'occasion, je peux aussi faire une table ronde avec 3-4 potes et on parle de ça, quoi. Vous me posez des questions et on répond à tout ce que vous avez comme interrogation. Si ça vous intéresse comme vidéo, dites-le moi en commentaire et je pourrai organiser ça. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, j'espère que cette vidéo sur les Nicobarensis vous a plu, et ce petit nid également. Sur ce, bye, prenez soin de vous. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!